De surendettement. Quelques chiffres qui nous viennent de France TV Info. Le nombre de dossiers de surendettement a relativement bien baissé, notamment en Pays de la Loire. On compte 5,8% de baisse en 2017 par rapport à 2016. Au niveau national, la baisse s'établit à 6,8%. Donc les Pays de la Loire font partie quand même des régions les moins touchées par le surendettement. Mais il dépend tout de même de départements. Par exemple, dans la Sarthe, on dénombre ainsi 428 situations de surendettement pour 100 000 habitants. Alors que voilà, sur la moyenne nationale, ça s'établit à 343 pour 500 000 habitants. Maître Sylvie Bourgeon, à partir, donc vous êtes avocate au barreau de Nantes, à partir de quand on peut se considérer comme surendetté? Alors, il y a effectivement une différence entre la notion de simple endettement et la notion de surendettement qui permet seule d'accéder aux bénéfices de la loi sur le traitement des situations de surendettement. Alors, on est surendetté quand on est dans la capacité de faire face au paiement de ses dettes avec son actif disponible, c'est-à-dire ses revenus, ses allocations, etc. Donc, dans quel cas on va se considérer comme surendetté? Par exemple, il y a des gens qui doivent être en situation de surendettement et pourtant qui travaillent, qui ont des revenus et malgré ça qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tout à fait. Contrairement à peut-être une idée reçue, il y a aussi beaucoup de bénéficiaires de la procédure de surendettement qui ont des revenus tout à fait corrects, hein, qui peuvent avoisiner parfois plus de 5 000 €, ce qui peut paraître un petit peu curieux, mais c'est pas forcément les gens qui sont dans une misère sociale ou strictement financière qui déposent des dossiers de surendettement. Ça arrive bien sûr, mais quand on est dans une situation financière extrêmement précaire, on n'a pas forcément accès à tous les crédits à la consommation. On n'a pas eu le temps de contracter autant, et puis on n'a pas les moyens parce que c'est tout le développement du crédit qui a fait qu'on s'est intéressé à la nécessité de traiter aussi de manière préventive ces situations de surendettement, avec notamment tout ce qui concerne la réglementation en matière de crédit à la consommation, et notamment le renforcement au fil des années du devoir des banquiers de mettre en garde le consommateur sur le risque de contracter et de contracter encore et encore. Et on a des couples qui, moi j'en ai vu avec des situations financières assez intéressantes, hein, gagnant plus de 6 000 €, mais quand on a 52 crédits à la consommation à rembourser, effectivement, il y a un moment donné, on peut plus. Donc on recontracte pour payer et éteindre... Oui, les rachats de crédit. Vous en pensez quoi, Thomas? Est-ce que vous avez l'impression, en cette période, les Français sont un peu plus enclins à se mettre dans des situations de surendettement? Il y a de gros efforts qui ont été faits quand même au cours des dernières années. Et heureusement, les choses sont mieux contrôlées qu'avant. Par la réglementation du crédit, tout à fait. Par la réglementation du crédit. Malheureusement, elle n'est pas toujours respectée. Moi, je me souviens avoir fait des testings quand j'étais à l'Institut national de la consommation, et on voyait bien des prêteurs qui ne vérifiaient pas les demandes. Maintenant, ça s'est amélioré, mais c'est toujours un jeu. Il y a des gens qui passent entre les mailles du filet. Et d'ailleurs, il y a des bruits, je ne sais pas si vous le savez, mais on dit qu'on voudrait réassouplir les conditions d'octroi du crédit. C'est très inquiétant, ça. Vous en pensez quoi de ces trucs-là qu'on voit, les rachats de crédit, qui rachètent tous les crédits, etc. C'est pas un bourbier, c'est pas un attrape-nigo? Ça dépend des professionnels, encore une fois. On a aussi des professionnels et des organismes de crédit qui ont des méthodes qui sont racoleuses, bien sûr. Bien sûr, et qui préfèrent prendre le risque d'être sanctionnés via un contentieux judiciaire qui leur coûtera moins cher que sur la masse de crédits qui auront été contractés, avec quand même la baisse des taux d'intérêt a quand même un petit peu changé la donne pour certains organismes de crédit, mais c'est vrai. Parce que la sanction pour un organisme de crédit qui ne va pas respecter la réglementation, c'est qu'il n'y aura pas d'intérêt à payer. Il y aura une déchéance des intérêts, mais sur la totalité, le volume de crédits à la consommation qui sont souscrits, pour eux, c'est pas grand-chose. Techniquement, quand on est surendetté, il se passe quoi? Je veux dire, on a par rapport, je sais pas, les chèques, les cartes de crédit. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'on doit réorganiser sa vie par rapport? On dépose un dossier de surendettement. Il n'est pas sûr qu'il soit accepté, c'est ça? On dépose un dossier auprès de la commission de surendettement, donc on a un secrétariat de cette commission qui aide les personnes et les consommateurs à monter leur dossier, c'est-à-dire de déclarer l'intégralité des crédits souscrits et l'intégralité de leurs revenus aussi, parce qu'on a une condition qui est quand même assez essentielle pour bénéficier de toutes les dispositions favorables de la loi sur le surendettement, et qui est celle de bonne foi, de la bonne foi avant de déposer le dossier, et la bonne foi pendant aussi le traitement du dossier.
dossier. Ça veut dire qu'il faut, avant, bonne foi aussi sur le comportement du consommateur. Est-ce qu'il avait la possibilité ou la compétence ou la conscience de savoir qu'en contractant, ce que je vous disais tout à l'heure, plus de 50 crédits, il n'allait pas un jour être dans l'incapacité. De contracter plus de 50 crédits, je débarque de... C'est très possible, c'est très possible. C'est énorme, ça me paraît. Au bout d'un moment, je sais pas, il y a pas les organismes de crédit, il y a pas c'est pas centralisé. Ils se disent, je sais pas. La législation s'est modifiée, est aujourd'hui beaucoup plus réglementée, mais ça peut arriver. Donc il y a aussi, et on prend en compte bien entendu les compétences de la personne. Hein. Alors une fois que l'on a déposé le dossier, qu'on est reconnu par comment s'appelle l'organisme du coup? La commission de surendettement qui vous déclare recevable au bénéfice de cette loi. Donc la commission travaille avec la personne. Une fois qu'elle a tous les éléments d'actifs, on fait une sorte de photographie de sa situation. Oui, donc vous actez, vous validez ou non le fait. Et puis ensuite, il y a des mesures de traitement qui sont préconisées. Ça met combien de temps à peu près un dossier de surendettement à être traité? Ça peut être long, hein, on parle de plusieurs mois. D'accord. Ouais. Donc concrètement, une fois que le dossier a été, donc c'est acté, on est dans une situation de surendettement, ça a été reconnu. Qu'est-ce qui se passe? On doit rendre nos cartes de crédit. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors on a déjà un fichage dans la mesure où quand on est admis au bénéfice du surendettement, et on a eu des incidents de crédit sur des remboursements, ce qui fait qu'on est fiché et qu'on a normalement plus la possibilité. On a des instruments financiers par la Banque de France? Fiché par la Banque de France sur ce qu'on appelle le FICP, le fichier des incidents de crédit aux particuliers, qui limite après aussi la possibilité d'accéder à d'autres organismes de crédit. Et donc la commission établit un plan, travaille pour savoir comment on peut... alors elle peut rééchelonner les dettes, elle peut... En fait, la commission sur endettement regroupe toutes les dettes, oui. Les gels. Les dettes non professionnelles. D'accord. C'est important. Donc ça, c'est une procédure qui concerne on parle pas les particuliers. On ne parle pas de tout ce qui est traitement... déposer bilan ou autre. On parle des dettes de particuliers, j'entends bien. On parle pas des procédures collectives qui touchent les entreprises. C'est pas du tout la même législation. Alors, du coup, ces dettes-là, parce que forcément, quand on contracte un crédit, il y a ce qu'on appelle ça des Thomas, aidez-moi, des agios, merci. Il y a des agios. Donc, à partir du moment... un plan. Donc ça veut dire qu'on a après une fixation et une vérification. Mais tout ça est gelé à partir de ce moment. À partir du moment où le dossier c'est acté, on est dans une situation de surendettement, toutes ces dettes, elles sont gelées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas... Il y a un plan qui est établi avec un rééchelonnement qui peut aller jusqu'à 8 années. Il peut y avoir aussi, dans le cadre de ce plan, des remises de dettes qui sont acceptées par le créancier, ce qui peut amener aussi à certaines contestations devant un juge du surendettement. Il peut y avoir aussi, pour voir si la personne est peut-être dans une incapacité financière sur le moment, mais a vocation, par son âge, par ses perspectives professionnelles, de revenir à meilleure situation de handicap, de revenir à meilleure fortune. Donc les dettes peuvent être gelées et au bout de 2 ans, on refait un certain point. Mais en tout cas, elles ne peuvent pas augmenter. C'est-à-dire que cette histoire d'AGO, c'est une fois qu'on s'est passé en commission de surendettement, elles ne peuvent pas augmenter. Si on respecte le plan, voilà, on arrive après au bout du plan, soit il est soldé, soit il ne. Maître Sylvie Bourgeon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle le mercredi du droit qui aura lieu cette fois-ci le 21 novembre. Vous pouvez nous rappeler à Nantes. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes en situation de surendettement. On va rester malheureusement sur cette veine qui n'est pas très rigolote, mais malheureusement qui est une réalité pour beaucoup de Français. Un plan pour lutter contre la pauvreté en dehors des 8 milliards d'euros qui seront consacrés. Il y a aussi des initiatives comme la gestion de budget du quotidien pour éviter ou sortir du surendettement. En Maine-et-Loire, des agents accompagnent des habitants qui rencontrent des difficultés.